Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une enquête qui a débuté en 1993 pour se conclure autour de l'année 2003. Une enquête qui, à première vue, semble assez simple, mais qui cache en fait un troublant secret. Ce mystère est connu sous le nom de Delia Day, et c'est dans le monde du BDSM, Bondage, Domination, Sadisme et Masochisme, que je vous emmène. Bon voyage. Cette enquête, je l'ai commencée il y a quelques semaines. À ce moment-là, j'explorais Reddit. Puis tout d'un coup, je suis alors tombé sur une discussion dans une page dédiée au true crime. Quelqu'un d'autre pense que l'affaire Delia Day est une légende urbaine ? Une légende urbaine ? Là, voilà quelque chose qui m'intrigue. Chercher à démêler le vrai du faux, à comprendre ce qui relève de la réalité et ce qui appartient au mythe. Curieux, j'ai donc poursuivi ma recherche, lu à peu près tout ce que je pouvais trouver, et très vite, je me suis retrouvé happé littéralement dans un rabbit hole. Un de ces terriers de lapins si profonds qu'il m'était impossible d'en sortir sans vous faire une vidéo là-dessus pour vous raconter cette histoire. Tout commence dans le courant de l'année 1993, à l'université de Delta State dans le Mississippi. C'est là alors que deux jeunes personnes se rencontrent et entament une histoire au dénouement pour le moins inattendu. Mais pour comprendre à qui nous avons affaire, eh bien, commençons par un aperçu de leur passé. Suzanne Diane Fulilove est née le 3 mars 1967 dans l'État du Mississippi. Elle a deux grands frères, Kenneth et Ronald, bien plus âgés qu'elle. Et toute sa famille est composée de fervents croyants faisant partie de la branche des baptistes. Sa relation avec sa mère ne portera jamais l'empreinte de l'amour profond qu'un enfant peut avoir avec celle qui l'a mis au monde. Elle décrit même cette relation comme un mélange d'eau et d'huile, incapable de s'harmoniser. Elle est plutôt une fille à son père, à qui elle porte une très grande affection, même si ce dernier, hélas, est peu présent au sein du foyer familial. Le 2 septembre 1973, une tragédie frappe la famille Fulilove. Le grand frère de Suzanne, Ronald, décède dans un accident de voiture. Un événement qui la marquera profondément. Les années passent, et Suzanne grandit, étudie, évolue. Entre la fin de ses années de lycée et son entrée à l'université, elle rejoint plusieurs groupes artistiques. Elle pratique notamment la danse, on la retrouve par exemple sur cette photo prise après une représentation dans son lycée, ainsi que le chant, comme en témoigne cette image, où elle se produit avec la chorale d'une église baptiste. C'est dans ce monde artistique que Suzanne se sent vivante. Elle sait qu'elle doit y évoluer et met de côté sa première année d'études pharmaceutiques pour se consacrer à la photographie, en intégrant l'université de Delta State. Au cours de ses premières années à l'université, elle rencontre un certain Marlon Brewer, avec qui elle va se marier. Ils vivent plusieurs années ensemble. Marlon, plus âgé que Suzanne, travaille, tandis qu'elle poursuit ses études. Leur mariage n'est pas parfait, mais il tient, jusqu'au jour où un nouvel étudiant entre dans la même section que Suzanne, un certain Travis. Travis Matthew Anton est né le 30 janvier 1970 dans l'État de l'Alabama. Alors qu'il n'a que 6 mois, ses parents déménagent dans l'État du Mississippi. Travis est enfant unique jusqu'à l'âge de 7 ans, lorsque son frère Richard vient au monde. Un an plus tard, leur père, en désaccord avec sa femme, quitte brutalement le foyer familial. Ce départ soudain marquera profondément Travis, qui aura du mal à s'en remettre. Avec l'absence de leur père, Travis endosse le rôle de l'homme de la maison. Comme la famille vit sur une ferme, les tâches sont harassantes et interminables. Isolé du reste du monde, Travis trouve un moyen de se faire des amis en participant à des camps de scouts. C'est lors de ces camps qu'il découvre le travail du bois, la peinture, le dessin, l'art, mais surtout l'écriture. On le décrit comme un jeune homme créatif, mais arrogant. Très arrogant. Sa première relation sérieuse est avec une jeune femme prénommée Rae. Selon Victoria Evans, l'enquêtrice ayant investigué cette affaire avec passion, Rae décrit Travis comme étant quelqu'un de presque dangereux, bien que talentueux. Elle ira même jusqu'à affirmer qu'elle ne sera pas surprise d'apprendre un jour que Travis est un tueur en série. Et ce que je vous dis là sont les paroles, les mots de Rae. Pendant leur relation, Travis entame des études en architecture.
Rae, confronté à des problèmes personnels, déménage chez lui. Ils se marient et ont un enfant. Mais Rae finit par découvrir que Travis n'est pas quelqu'un avec qui elle peut vivre. Rae finit alors par partir et leur divorce est prononcé. Suite à cette rupture, Travis décide de perfectionner ses compétences artistiques et s'inscrit à l'université de Delta State. C'est à ce moment-là que Travis fait la rencontre d'une autre Suzanne, qui n'est pas celle de notre histoire. Ils s'installent ensemble, mais une fois de plus, Travis montre qu'il ne sait pas vivre avec les autres, ce qui pousse cette première Suzanne à s'en aller. Elle sera alors rapidement remplacée par celle qui partagera sa vie pendant 10 ans, Suzanne Diane Fully-Love. Entre-temps, Marlon, le mari alors de Suzanne, découvre qu'elle entretient une relation avec ce Travis et demande le divorce. Ne sachant alors pas où aller, Suzanne décide d'emménager chez Travis. Nous sommes alors dans l'année 1992 et c'est ici que tout commence. Suzanne et Travis sont un nouveau couple. Heureux de s'être trouvés dans la vie, ils vont passer 10 années à construire ce qui pourrait être considéré comme étant la première vraie influenceuse du web. Excuse-moi, mais c'est pas Natou ou Lena Situation ? Eh bien non, pas tout à fait. Et il faut bien se rendre compte qu'avoir de l'influence sur Internet durant les années 90 n'était pas aussi accessible qu'en l'an 2000, et encore moins qu'en 2024. Pourtant, Suzanne va devenir une influenceuse populaire. Vous allez voir. Travis est un artiste dans l'âme, égocentrique, contrôlant, mais artiste. Suzanne, quant à elle, est une très belle jeune femme qui rencontre beaucoup de succès auprès des hommes. Cependant, sa mère, elle, aussi contrôlante et paranoïaque, a mis en place des barrières psychologiques dans l'esprit de Suzanne, l'empêchant d'avoir des relations sociales correctes. Ainsi, Rhonda, que l'on voit ici à gauche sur cette photo, est une ancienne amie de Suzanne. Un jour, elle met en ligne une lettre parlant de la vie de Suzanne, mais surtout de sa période à l'école. Voici ce qu'elle va dire à son sujet. Son maquillage et ses cheveux étaient toujours impeccables. On pourrait même dire qu'elle en faisait une obsession. Bien que Suzanne était scolarisée avec les mêmes personnes toute sa vie, elle n'était pas populaire. Même si elle était magnifique, elle ne s'intégrait jamais vraiment avec le reste de ses camarades de classe. Elle était très calme et timide. Elle devenait facilement nerveuse et ses mains transpiraient souvent beaucoup. Je dois le dire, même si ce n'est pas très gentil, elle était aussi un peu étrange. Elle avait constamment une image négative d'elle-même. Elle se trouvait laide, car c'est ce qu'elle avait entendu de ses camarades pendant la majeure partie de sa vie. Elle se mettait facilement en colère, et il fallait marcher sur des œufs avec elle. Sa mère l'avait terrifiée à l'idée de la pluie, car son frère avait été tué dans un accident de voiture par temps de pluie. La religion, le décès de son frère et une mère contrôlante sont des points importants dans la vie de Suzanne, des éléments qui vont en quelque sorte modeler sa manière d'être et de penser. Le bon côté dans tout cela, c'est que ça va également pousser Suzanne à développer son art. Et Travis, qui entre dans sa vie en 1992, va devenir l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Alors qu'Internet n'en est qu'à ses balbutiements, Travis, artiste dans l'âme, est aussi passionné par l'informatique et les nouvelles technologies. En 1992, Travis et Suzanne mettent en place un site internet nommé Ideal Delia, sur lequel sont publiés des poèmes de Travis accompagnés de quelques photos artistiques de Suzanne prises par Travis lui-même. Les photos que vous voyez là sont par ailleurs les premières publiées sur ce site. Parallèlement à Ideal Delia, le couple va progressivement s'aventurer dans un autre terrain artistique, en créant un autre site plus subversif nommé jussive.com. Et sur ce dernier, nous sommes accueillis par cette phrase. Je suis une propriété, une esclave sexuelle appartenant à quelqu'un. Ceci est ma présentation publique, mon exposition, mon coming out, mon corps, mon esprit, mon âme. Je dévoile tout pour votre divertissement et votre éducation, ici et maintenant. J'existe uniquement pour plaire. C'est ma vie, ma raison d'être. Être utilisé pour le plaisir. Je suis à l'aise, heureuse, comblée de ne pas avoir de droit, d'être la possession de mon propriétaire. Ce n'est pas un site pornographique, c'est réel. C'est un documentaire sur ma vie, accompagné de 6 ans de photographie. C'est dans son ensemble quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose pour servir et enrichir ma communauté. Ok, mais alors excuse-moi, mais vers où tu nous emmènes là ? Vers le monde de Suzanne et Travis. Un monde rempli de perversion, de sadisme, de subversion
le monde du BDSM. Sur Jussif.com, Suzanne porte le pseudo de Diane Lane. Elle dévoile alors sa vie en tant qu'esclave sexuelle sous diverses formes, comme par exemple son journal intime, son mode de vie, ses essais, mais surtout ses photos. Ce site va lentement commencer à trouver son public et attirer de plus en plus l'attention. Mais il a un défaut. Bien qu'attirant beaucoup de personnes, il ne rapporte rien. Qu'importe, le site va perdurer plusieurs années, toute une communauté va se construire autour de ces derniers, jusqu'à ce qu'au début des années 2000, Suzanne crée un nouveau site sous un autre pseudo, Delia Day, sous-titré « Ma vie illustrée en tant qu'esclave sexuelle ». Bien que la page d'accueil sur ce site ressemble fortement à celle que l'on retrouve sur le site jussif.com, il y a une différence notable. Il s'agit de cette partie. Rejoignez-nous maintenant, qui nous mène vers une page proposant du contenu payant. En devenant membre du site, pour la modique somme de 24,95$ par mois, vous avez alors accès à 11 864 pages supplémentaires comportant pas moins de 4638 images inédites. Les chiffres sont précis, mais c'est ceux que l'on retrouve sur le site. On nous promet sur ce dernier par ailleurs d'avoir accès à du contenu extrême. Mais du coup, c'est du porno ou quoi ? Eh bien, à première vue, c'est ce qu'on peut se dire. Et pourtant, le site s'en défend. Et tout est dit dans cette phrase. Si tout ce que vous cherchez est du porno, des images anonymes et sans réflexion de personnes attachées, ce n'est pas le meilleur endroit pour cela. Ici, ce n'est donc a fortiori pas du porno, mais une relation intimiste avec une esclave qui partage son quotidien. Et il est vrai que le site propose en effet trois catégories d'images. La première nous présente Suzanne qui se fait désormais appeler Delia Day, et non plus Diane Lane, dans son quotidien. On la voit se laver, manger, boire, vivre, en toute simplicité. Elle a le sourire, elle est là, présente face aux personnes acceptant de la regarder. Elle s'offre. Puis il y a la seconde catégorie d'images. Et là, je ne peux pas vraiment vous les montrer, mais vous allez comprendre. Dans cette seconde catégorie, Delia est la plupart du temps nue, ou presque. Elle porte parfois une laisse autour du cou, elle nous montre ses parties intimes, ses anneaux placés un peu partout sur son corps, et encore une fois, elle sourit et s'offre aux spectateurs sans sourciller. Bon, ça va, dans l'ensemble, c'est pas si intense que ça comme image quand même. Ça, c'est parce que je n'ai pas parlé encore de la troisième catégorie, celle qui se cache derrière le mur payant du site. Là, je ne peux vous montrer absolument aucune image. Mais en gros, Delia est humiliée, elle est en cage, elle est attachée, elle est l'esclave de celui qui la prend en photo. Les images présentent les parties les plus intimes de son corps, parties qui sont maltraitées, brûlées, pincées, et j'en passe. Et pourtant, Delia a le sourire, elle est heureuse, car c'est ce qu'elle veut, c'est ce qui est marqué sur le site internet. Elle l'a dit, elle est une esclave volontaire, dévouée à son maître. Telle est la loi du monde du BDSM. Elle est celle qui se dévoile à travers son site. Elle nous raconte absolument tout, sans pudeur. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que Delia est une esclave de son propre chef, telle qu'elle l'indique dans une FAQ sur son site internet. Êtes-vous maltraité ? Non, et je vais développer cette réponse en détail. Même si un simple non devrait suffire, je sais d'expérience que cela ne suffit pas. Et pour certains, je pense qu'aucune réponse ne suffirait jamais. Car, quoi que je dise, ils ne semblent pas écouter. Je ne suis la victime de rien ni de personne, pas même de moi-même pour avoir choisi de vivre d'une manière différente de la plupart des gens. Ma vie est certes inhabituelle, mais elle n'est pas mauvaise. Elle me convient parfaitement. Mon but dans la vie est de servir et de satisfaire. Voilà, le message est quand même assez clair. Delia est là parce qu'elle le veut, c'est son mode de vie, son plaisir et un point c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Son site se divise en plusieurs grands groupes. Le premier concerne Delia et son journal intimiste, avec ses histoires et ses photos. Le second regroupe plusieurs articles, avec des liens menant en général sur des sites externes tournés vers la pornographie, même si eux disent que leur site n'est pas pornographique. Le troisième grand groupe comprend une multitude d'articles écrits par Delia, concernant toutes les modifications corporelles qu'elle a subies. Et là, il y en a un sacré paquet. En quatrième, nous avons un regroupement de photos d'art. Et enfin, en dernier, nous retrouvons les pages autres ainsi que supports qui sont en quelque sorte les devantures légales du site. Deliaday.com va ainsi durer un peu plus de 2 années. Et ce blog, tenu par Suzanne, est en quelque sorte l'une des premières téléréalités du net. Elle dévoile tout, absolument tout, même s'il n'y a pas de caméra partout comme dans nos téléréalités modernes, mais n'écrira jamais le prénom de son maître, ce dernier restant inconnu. Ce site est son histoire, sa vie en tant qu'esclave sexuelle assumée.
Lorsque je vous expliquais plus en amont que Deliane, ou Suzanne si vous le préférez, était l'une des premières influenceuses du net, il faut bien se rendre compte d'une chose. Le site dégageait pas moins de 50 000 $ US par mois de bénéfices, avec plus de 30 000 visiteurs par jour. Ce qui, au début des années 2000, pour un simple blog tenu par une demoiselle, est juste incroyable. En parallèle à ces sites internet déviants, le couple amoureux mène une vie plus, on va dire, régulière. Par exemple, Travis et son frère Richard vont créer en 1995 une compagnie informatique, Boxtop Software. Suzanne va même être employée dans cette boîte en tant que secrétaire. Le couple va également devenir contributeur d'un site internet connu dans le monde du BDSM sous le nom de Body Modification Azine. À côté de ça, Travis ouvre un blog personnel sur le site LiveJournal sous le pseudonyme de Bedlam's Folly. Sur sa page, il n'écrit par ailleurs rien de vraiment intéressant. Mais on y apprend qu'il y écrit beaucoup et qu'il est par ailleurs en train de travailler sur un livre à venir. Sur ce même site internet, LiveJournal, Delia est également présente. Elle ne peut partager de contenu BDSM, mais elle en parle, tout en nous racontant que, par exemple, son maître l'a amené prendre des cours de tir à l'arme à feu. Hier, j'ai pris un cours de tir durant toute la matinée. Puis, il y a cette entrée, qui sera par ailleurs la dernière de ce qu'elle nous partagera sur LiveJournal. Dans celle-ci, elle explique que son maître est rentré à la maison, qui lui a demandé de se lever et de baisser son pantalon. Il a alors sorti un cadenas de sa poche, s'est approché d'elle et lui a installé le cadenas sur ses parties intimes. Hein? Mais comment il a fait ça? Alors je ne peux pas ici sur YouTube vous donner tous les détails, mais en gros, elle avait déjà été percée de part en part à cet endroit. Et son maître s'est servi des trous préexistants pour littéralement lui fermer ses parties intimes. Et voici comment elle va décrire la situation. Le cadenas est grand, il fait 2 pouces de large et 3 pouces de haut, et pèse plusieurs grammes. Cela peut sembler léger, mais quand il pend toute la journée dans les trous percés dans vos parties génitales, le poids devient rapidement lourd. Je suis contente qu'il n'ait sorti qu'un seul cadenas, ce que je présume qu'il a fait parce qu'il compte le laisser là longtemps. Il y en a 4 exactement comme celui-ci, un pour chaque paire de trous dans mes lèvres. Quand ils sont tous en place, le poids les étire de 2 pouces vers le bas, et leur masse rend la marche normale presque impossible. Je ne peux pas mettre de photos pour illustrer cela ici, elles sont un peu trop risquées pour le LiveJournal et les pages liées à AOL. Ces images doivent rester sur ma vie illustrée en tant qu'esclave sexuel. Mais tu as dit plutôt que c'était sa dernière entrée de journal. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Eh bien oui, il y a une raison à cela. Car c'est là que les choses vont devenir soudainement un peu plus compliquées que ce que nous avons vu jusqu'à présent, car en parallèle à ça, en décembre 2003, le site deliaday.com, lui aussi disparaît. Que s'est-il alors passé ? Un différend conjugal pourrait être à l'origine de la mort de Travis M. Hunton, 33 ans, de French Camp, survenu le mardi 2 décembre vers 2h du matin. Travis Hunton a été tué par balle, atteint à la poitrine par un fusil de chasse, à son domicile dans la communauté de French Camp. Sa femme, Susan F. Hunton, également de French Camp, a été inculpée pour le meurtre de son mari. Susan Hunton a été incarcérée avec une caution fixée à 10 000 $. Elle est actuellement en liberté sous caution en attendant sa première comparution au tribunal. Tommy Curtis, du département du shérif du comté de Choctaw, a indiqué que l'enquête sur la mort de Travis Hunton était toujours en cours. Il a été signalé que Susan Hunton est celle qui a appelé le département du shérif du comté de Choctaw pour signaler l'incident. Et voilà, boum, sans que personne ne s'y attende, l'esclave sexuel assumé de Travis a tué son maître. Les circonstances dans lesquelles tout cela s'est déroulé sont assez simples. Travis est parti au lit la veille au soir à 23h, puis aux alentours de 2h du matin, Susan est arrivée dans la chambre, un fusil à pompe à la main, et a tiré 3 fois sur le corps de Travis endormi. Sur cette image, provenant du cabinet du médecin légiste en charge de l'affaire, nous pouvons voir les 3 impacts de balles que Travis a reçus, avec 2 coups tirés dans le torse et 1 à l'épaule. Par ailleurs, l'arme que Susan a utilisée pour tuer son maître est la même arme que ce dernier lui avait offert pour qu'elle puisse prendre des cours de tir à l'arme à feu. La veille. Wow, là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je pensais que Susan et Travis avaient une bonne relation. Eh bien ça, c'est ce que tout le monde pensait. En tout cas, en voyant le site internet, c'est ce que tout le monde croyait. Personne ne s'attendait à cela, absolument personne. Mais c'est à partir de là que peu à peu, le grand public commence à comprendre et à découvrir que la vie de Susan n'était pas celle que l'on croyait.
Et là, vous et moi, nous nous sommes fait avoir. Pour comprendre, il faut revenir au début de leur relation, lorsque Suzanne, encore une jeune fille alors innocente, fait la rencontre de Travis. Comme je le racontais plus tôt, les deux emménagent ensemble assez vite. Et très rapidement, Suzanne va découvrir quelque chose qu'elle nous raconte elle-même dans une vidéo d'interview qu'elle a faite avec Victoria Evans. Écoutez ceci. Est-ce que tu as senti que les problèmes d'identité que tu traversais étaient liés en partie au contrôle exercé par ta mère, comme si elle te contrôlait tellement que tu n'avais pas d'espace pour découvrir qui tu étais vraiment, et que ça t'avait amené à tomber dans cette identité de personne, dans une relation BDSM, sans vraiment avoir le temps de savoir si c'était quelque chose qui t'intéressait réellement? Ça, jamais. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais aucune exposition à ça avant. Avant, je ne pensais pas que, tu sais, après avoir emménagé avec lui, donc tu sais, à quel moment cela a été introduit dans votre relation? Vous aviez une relation normale pendant quelques années et tout d'un coup, tu vois, tu sais, quand le divorce est arrivé, et là, c'était comme ne pas avoir d'endroit où aller, en fait. Donc, tu sais, il a dit que je pouvais venir m'installer là, et il avait une pile de magazines, tu sais, sur le BDSM. Ces magazines, je les ai trouvés en faisant simplement le ménage chez lui. Et j'ai dit « Hey, mais qu'est-ce que c'est ça ?» Il a prétendu « Oh, ça, c'est à mon frère. Je ne sais pas ce que c'est. » Vraiment, à ce moment-là, dans ma naïveté, j'y ai totalement cru, quoi. Je regarde en arrière maintenant et là, je me dis attends, il y avait une pile de magazines dans un coin de chez ce gars où tu viens juste d'emménager et il dit « Oh, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas à moi. » Comment ai-je pu y croire? Comment ai-je pu croire ça? Dès le début de leur relation, Travis a donc commencé à lui mentir, à lui faire croire que ces magazines qu'elle avait trouvés chez elle ne lui appartenaient pas. Cependant, plus tard, le frère de Travis, Richard, dira qu'il ne connaît pas ses ouvrages et que de toute façon, le BDSM, c'est pas son truc. C'est donc sur une base biaisée par le mensonge que le couple Travis-Suzanne prend forme. Mais Suzanne traîne dans sa vie un poids qui va longtemps peser sur ses épaules. Le jugement de sa mère et la garde de ses deux enfants. Suzanne a des enfants? Ah oui, Suzanne a des enfants. Et les deux ont vécu dans la même maison que Suzanne et Travis. Ils ont donc été les témoins privilégiés de toutes les situations qu'a vécu leur mère. Mais j'ai également souligné que le jugement de sa mère, ou plutôt les préjugés de celle-ci, ont eu un impact sur sa vie. Et en effet, il faut garder en tête que la mère de Suzanne est extrêmement croyante. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, elle est aussi très contrôlante et paranoïaque. En fait, la mère de Suzanne a commencé à totalement perdre la tête au moment où son fils est décédé lors d'un accident. Le jour du drame, il pleuvait. Et depuis lors, à chaque jour où la pluie tombe, la mère de Suzanne appelle l'école où se trouve sa fille pour lui demander de rentrer à la maison, avant que la route ne soit humide, par simple peur que sa fille ait un accident de la route à cause de la pluie. Ce faisant, Suzanne a été humiliée à plusieurs reprises à son école, qui n'était alors qu'un petit établissement de 200 élèves tout au plus dans un village de 1000 âmes. Vous savez, c'est le genre de village où tout le monde connaît tout le monde, où les ragots vont bon train et où, si vous êtes le mouton noir, vous allez le rester pendant longtemps. Suzanne a donc grandi avec 3 mots principaux. La paranoïa de sa mère, le contrôle qu'elle subissait et la moquerie des autres. Dans un email que Suzanne a adressé à Victoria Evans, elle dira ceci. « Évidemment, j'avais des problèmes mentaux depuis la fin des années 80. » Ce qui veut absolument tout dire. Puis un beau jour, Travis est arrivé. Lui aussi est contrôlant, ça je vous l'ai dit plus tôt. Mais cela, Suzanne, elle, ne le savait pas. Elle va l'apprendre à ses dépens, au travers de la relation BDSM dans laquelle Travis va l'emmener. Dans un article daté du 6 mars 2013, avec du recul, voici comment Suzanne va décrire cette relation. « J'ai vécu plusieurs années en étant constamment traité d'esclave sans valeur et en subissant ce traitement sous couvert d'un style de vie. Cependant, je n'ai jamais écrit sur LiveJournal, ni donné d'interview. Je n'avais aucun mot de sécurité à utiliser. Et Travis ne m'a laissé aucun moyen de quitter notre style de vie extrême. Je n'avais presque personne à qui parler et mon état mental n'a cessé de se dégrader.
Dans cet extrait, elle explique plusieurs choses très importantes. En premier lieu, elle indique qu'elle n'a jamais écrit sur le site LiveJournal. Ce qui signifie que cette page du site n'est pas d'elle. Mais de qui alors? Ensuite, elle dit ne pas avoir accès à un mot de sécurité. Et là, pour comprendre de quoi il s'agit, eh bien, il faut s'intéresser au monde du BDSM. Dans cet univers, l'un des partenaires, et parfois les deux, fait subir à l'autre de la torture pour mêler douleur et plaisir, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Enfin, en tout cas, à mes yeux, de personnes qui font du sexe de manière normale. Afin que ces jeux ne dépassent pas la limite de la douleur que peut supporter le partenaire esclave, un mot de sécurité est mis en place, d'un commun accord. Ce mot peut être par ailleurs absolument n'importe lequel, peu importe. La règle étant qu'à partir du moment où il est dit, le maître doit stopper toute activité envers son esclave. Sauf que dans le cas de notre couple, eh bien Travis n'a jamais demandé ce type de mot-clé à Suzanne, préférant la faire souffrir en allant bien au-delà des limites du supportable. Ces actions mènent au troisième point présent dans cet article, qui dit que l'état mental de Suzanne ne faisait, au cours des années, que se détériorer. En fait, Suzanne était en proie à la solitude la plus extrême. Elle était sous le contrôle de Travis. C'est aussi la raison pour laquelle elle était devenue la secrétaire de la compagnie de Travis et de son frère. En travaillant dans la vie de tous les jours avec lui, à ses côtés, il pouvait alors garder un œil sur elle et imposer ses désirs. Ah mais du coup, est-ce qu'on sait qui a écrit à la place de Suzanne sur le site LiveJournal? Eh bien, sache que ta question mène tout droit au mystère qui a poussé cette histoire à devenir une légende urbaine. Alors déjà, au cours de mon investigation, je peux vous dire que j'ai lu à peu près tout et n'importe quoi sur cette histoire. Pourtant, toutes les sources semblent fausses. De mon point de vue, je pense que Travis est peut-être mort de cause naturelle et qu'elle a inventé cette fanfiction sur le fait de lui tirer dessus en légitime défense. Rien de tout cela n'est arrivé, tout cela n'est qu'une fiction du début à la fin. Si c'était un canular, il était vraiment élaboré. Attends là, t'es juste en train de dire que tout ça c'est faux? C'est juste un gros canular dans lequel tu nous as amenés? Arrête. Ça, c'est ce que pense la bonne moitié des internautes. L'autre moitié, par contre, pense que tout est vrai. Que Suzanne était à fond dans le monde du BDSM, qu'elle a créé son personnage de Delia Day pour partager son délire jusqu'à en perdre la tête et tuer son mari, Travis. Ce sont ces divergences d'idées qui ont poussé l'histoire à devenir une sorte de légende urbaine, alors qu'en réalité, la vérité est tout autre, plus perverse et bien plus troublante. Mais avant de vous donner l'explication sur ce qu'il s'est réellement passé, je me dois de vous fournir une information importante. Suzanne a bel et bien tué Travis à coups de fusil à pompe. Mais elle ne fera pas de prison. Et là, je pressens votre question. Mais pourquoi? Elle est devenue très en colère en voyant que des gens disaient qu'elle avait tiré sur Travis en état de légitime défense. Elle n'a spécifiquement pas invoqué la légitime défense. Elle ne voulait pas l'avocat. Elle leur a dit qu'elle a eu l'intention de le tuer. Ce message que je viens de vous lire a été écrit par William, que l'on voit ici sur cette photo, aux côtés de Suzanne et de ses 2 enfants. William est le concubin avec qui Suzanne s'est remariée après le meurtre de Travis. Et comme il le dit, eh bien, il n'y a pas eu de légitime défense. Le meurtre était intentionnel, un point c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Mais pourquoi ? Pour comprendre, il faut se tourner vers les écrits laissés par Suzanne, qui ont été étudiés dans leur ensemble par la police, laquelle en est venue à cette conclusion. Le récit d'Anton était extrêmement détaillé et incluait les circonstances particulières et excessives ayant conduit à l'événement. La plupart des personnes ayant étudié le cas de Suzanne Fulilove l'ont fait en relisant le blog des sites deliaday.com et jusif.com, ainsi qu'en compilant les écrits laissés sur le site LiveJournal par Suzanne. Sur ces écrits, Suzanne nous le dit. Elle est l'esclave sexuelle de son maître, c'est son choix, sa place, et elle aime ça. Je suis une propriété, une esclave sexuelle appartenant à quelqu'un. Mais vous allez voir qu'il existe plusieurs points troublants dans cette histoire. En premier lieu, il faut savoir que Travis avait un enfant handicapé à sa charge, celui qu'il a eu avec sa première femme, et que ce dernier vivait sous le toit de son père. Je veux dire que l'enfant habitait avec Travis. Et il n'était pas le seul enfant. Je vous l'ai dit plus tôt, mais Suzanne avait elle aussi 2 enfants à sa charge. Et eux aussi ont vécu sous le même toit que Travis. Ce couple avait alors 3 enfants qui vivaient avec eux. Les enfants allaient à l'école du village et étaient les témoins tous les jours des sévices que Travis appliquait à Suzanne. Mais c'était leur mode de vie, leur relation quotidienne, bien que perverse. Bien que les enfants soient restés muets concernant le meurtre de Travis, il faut garder ce point en tête, car il est assez insidieux en soi de laisser ses enfants être les témoins des violences qu'un adulte peut infliger à un autre.
même si cela est totalement volontaire. Ensuite, il y a la vérité, celle qui fait mal. Et pour le comprendre, il faut se tourner vers les personnes connaissant le mieux Travis Hunton, avant que tout cela ne commence. Comme dans l'extrait que je vais vous lire, où une ancienne amie de Suzanne a contacté une amie à elle vivant à French Camp, le village où vivaient Suzanne et Travis. Voici ce que fut sa réaction. Je viens de parler à mon ami qui vit à French Camp. Quand j'ai mentionné le nom de Travis Hunton, la première chose qu'elle a dit était « C'était tellement triste, il l'avait maltraité pendant des années et lui avait fait percer les endroits qui ne devraient jamais être percés. » Alors pour rappel, French Camp c'est un tout petit village et tout le monde se connaît. Et pour les habitants connaissant les visages de Suzanne et Travis, il n'y a pas de doute, Travis a manipulé Suzanne. Ont-ils raison ? Vous allez voir. C'est dans une interview aujourd'hui disparue que Suzanne va se confier sur un détail très, très important. Et c'est ce détail qui va nous permettre de comprendre ce qu'il s'est alors réellement passé. Concernant l'origine du nom, Suzanne déclare « Le pseudonyme d'Elia Day que j'ai commencé à utiliser en tant qu'artiste à la fin des années 90 a été usurpé par mon mari, Travis, en tant que blogueur et soi-disant esclave sexuel. » Vous avez bien entendu, soi-disant esclave sexuel. C'est quand même un peu déconcertant comme témoignage. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu plus ou un peu mieux ? Eh bien, ce témoignage, en fait, c'est la clé de voûte permettant de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. La personne ayant enregistré le site internet dailyadday.com, c'est Travis Hunton. C'est inscrit ici sur cette image. Suzanne, lors de son interview, dit que Travis a usurpé son identité. Pour ce faire, il a ouvert un blog au nom de Delia Day et, à des fins financières, s'est mis à incarner Suzanne sous le pseudonyme de Delia. En d'autres termes, tout le site internet dailyadday.com n'est qu'un grand canular. Tout ce que je vous ai présenté en début de vidéo n'est qu'un mensonge. Jamais Suzanne n'a écrit un traître mot sur ce site. Ce n'est pas elle qui s'exprime, mais son maître, ou plutôt, je devrais dire son bourreau, Travis Hunton. Et pourtant, les photos sont bien là, les tortures clairement visibles, la maltraitance palpable. Elle garde le sourire ? Oui, mais c'est un sourire forcé. Et pour cause, Suzanne était réellement l'esclave de Travis. Il n'y avait pas de jeu, pas de consentement. C'est pour ça qu'ici, Suzanne dit que dans leur couple, il n'y avait pas de mot de sécurité. Elle n'a jamais eu le choix. Dans un autre article mis en ligne après le décès de Travis, voici ce que dira la mère de Suzanne sur la situation qu'elle pouvait observer sans rien dire. Pendant que sa mère me parlait et entrait dans tous les détails, ceux qu'elle connaissait, elle a dit que Travis l'avait gardée attachée pendant des semaines et que lorsqu'il l'a finalement relâchée, elle l'a abattue. Puis, sa mère m'a dit que Suzanne avait été attachée pendant des semaines, que Travis la battait, la coupait, la brûlait avec des cigarettes et qu'il lui avait planté des brochettes dans les seins. Elle a expliqué que les accusations avaient été abandonnées parce qu'il prenait des photos d'elle et les vendait sur Internet. Voilà la vérité derrière toute cette histoire. Suzanne, la première influenceuse BDSM d'Internet, n'a jamais eu le choix. Tout n'était qu'un mensonge. Elle n'a fait que subir, elle n'était pas une esclave par plaisir, mais captive, prisonnière de Travis qui se servait d'elle. Il a créé le site internet dailyadday.com pour l'argent, se faisant passer pour Suzanne, vendant ses photos et ses histoires pour s'en mettre lui plein les poches. Et c'est pour cela que Suzanne a fini par tuer son mari, pour se sortir de cette situation. C'est pour cela qu'il n'y a pas de légitime défense, elle voulait le tuer. Elle ne pouvait plus alors supporter tout cela, pour elle, mais aussi pour ses enfants. C'est aussi la raison pour laquelle la justice lui a donné raison. Elle le dit elle-même, il n'a jamais été question de légitime défense. Je me répète, mais c'est important. Pour elle, se débarrasser de Travis a toujours été la seule solution pour se libérer. Aujourd'hui, Suzanne, et heureusement pour elle, n'est plus esclave. Elle est remariée avec un autre homme, un certain Robert. Les deux, accompagnés des enfants de Suzanne, vivent aujourd'hui une vie paisible. Et Suzanne ne souhaite plus aborder cette partie de son passé, ce qui est totalement compréhensible. Voilà donc ce qu'a été la vie de Suzanne Foolilove, l'une des premières influenceuses d'Internet qui, durant plus de 10 années, a été, à la vue de tous, une véritable esclave. Une propriété qui rapportait plus de 50 000 $ par mois à son maître. Une femme détruite qui a grandi aux côtés d'une mère manipulatrice et contrôlante, mère qui n'a jamais rien dit, pour se retrouver dans les bras d'un homme encore pire, Travis Hunton. Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel étrange voyage, à travers de la légende urbaine de Delia Day, qui, en fin de compte, n'est plus une légende, mais une réalité difficile à digérer. Merci de votre présence sur la chaîne de l'étrange voyage. N'oubliez pas mes réseaux sociaux. C'est vrai que d'habitude je le dis jamais, mais bon, la chaîne secondaire, la chaîne Twitch, où je fais une émission tous les samedis. Une émission nommée 40 questions, où j'ai un invité et je lui pose 40 questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Joyeux non-anniversaire à vous tous et à vous toutes, et à bientôt. Ouais.
Eh bien, ma foi, prenez soin de vous. Ciao, bye, et à la prochaine.